Bonjour à tous. Donc je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je voudrais remercier les organisateurs d'avoir organisé ce magnifique forum Addiction et Société. Et je voudrais aussi remercier Bernard Pellegrin de m'avoir invité à participer à cette séance. Donc moi, je ne vais pas du tout en fait vous parler de société. Mon propos va être finalement très limité. Je vais vous parler en fait des mécanismes neurobiologiques, des effets récompensants et potentiellement addictifs du sucre. Donc je ne vais pas vous parler de ce que vous connaissez tous, de l'évidence. Nous vivons dans un monde édulcoré, ultra transformé, où la grande majorité des produits transformés contiennent du sucre rajouté, et qui conduit à une surconsommation donc, de sucre, souvent à l'insu des individus eux-mêmes. Et cette surconsommation de sucre est considérée comme un facteur déterminant dans l'épidémie d'obésité et de surpoids. On compte par exemple dans le monde aujourd'hui 700 millions de personnes obèses et 2 milliards de personnes qui sont en surpoids. Et l'obésité et le surpoids sont, et je pense que Pierre le dira mieux que moi tout à l'heure, sont des facteurs de risque importants pour des maladies chroniques, comme par exemple le diabète de type 2, mais également des maladies cardiovasculaires. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est que je vais me focaliser sur finalement les différentes modalités neurobiologiques d'action du sucre sur le circuit, les circuits neuronaux de la récompense dans le cerveau. Alors vous savez tous, alors pourquoi cette focalisation sur les circuits neuronaux de la récompense et des circuits dopaminergiques? Parce que vous savez tous que toutes les substances et les pratiques addictives ont en commun d'agir et d'activer ce circuit, plus ou moins directement, plus ou moins intensément et plus ou moins rapidement. Je m'empresse tout de suite de dire que, bien sûr, cette action est nécessaire pour qu'une substance ou une activité ou une pratique ait une composante addictive, mais bien sûr, c'est loin d'être suffisant pour expliquer l'addiction. Je veux dire, et du coup, c'est là que les autres facteurs, et notamment les facteurs sociétaux, interviennent. Mais néanmoins, c'est le point d'entrée, c'est le point de départ, et donc il faut bien en passer par là. Donc là, à partir de maintenant, on va essayer de comprendre comment le sucre active ces circuits dopaminergiques de la récompense dans le cerveau. Alors tout d'abord, je voudrais vous rappeler quelques faits. Lorsqu'on consomme donc un aliment sucré ou une boisson sucrée, cela génère en fait une expérience subjective qui a la particularité d'avoir une composante sensorielle et une composante hédonique. C'est d'une manière inhérente. De manière intéressante, lorsqu'on augmente les concentrations de sucre, soit dans une boisson, soit dans un aliment, la composante sensorielle, celle qui va faire qu'on va distinguer le sucre de la mer, par exemple, augmente de manière linéaire avec la concentration, alors que le plaisir généré, lui, va augmenter dans un premier temps, éventuellement atteindre un maximum, et se maintenir, voire diminuer lorsqu'on continue à augmenter la concentration. Il se trouve que la concentration donc, minimum qui produit le plaisir le plus important, c'est ce qu'on appelle le point de félicité. Et donc chez nous, dans les populations globales, c'est à peu près 10% de saccharose. Et c'est précisément les concentrations qu'on va retrouver, par exemple, dans les boissons sucrées, les sodas, etc. Donc je vous ai juste donné un chiffre. Dans une canette de base, 10% de saccharose, ça équivaut à 33 grammes de sucre, donc à peu près à 8 morceaux de sucre. Alors, je ne sais pas en Belgique quel est le poids du morceau de sucre, mais en France, c'est à peu près 8 morceaux de sucre. Donc, avec une canette, on est en dessous des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en termes de consommation de sucre libre et rajouté. Mais avec 2 canettes, vous avez franchi déjà cette limite. Donc vous voyez qu'on peut très rapidement surconsommer en fait du sucre. Alors,
comme je vais vous présenter les recherches neurobiologiques des dernières années qui ont déterminé les différents circuits d'activation du circuit de la récompense du cerveau, je vais bien sûr baser tout mon discours sur l'animal de laboratoire et les modèles animaux. Et donc du coup, comment on peut aborder ces questions chez l'animal? Donc on ne peut pas bien sûr leur poser la question quelle est l'intensité du plaisir qui est généré par une solution sucrée, mais en revanche, en observant précisément le comportement de l'animal, on peut obtenir un certain nombre d'indices très intéressants du plaisir que l'animal peut retirer de la consommation d'une boisson sucrée. Alors dans l'exemple que je vous montre sur cette diapositive, c'est un rat qui a accès à une solution qui contient, là, donc pas du sucre, là, un édulcorant artificiel. C'est juste pour avoir la composante hédonique du goût sucré, sans forcément la composante glucose post-orale, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Donc là, vous voyez un animal, il est en train de prendre avec ses deux petites pattes antérieures un petit abreuvoir, et vous le voyez lécher cet abreuvoir, et à chaque fois qu'il lèche cet abreuvoir, ça alimente l'abreuvoir avec un volume d'eau sucrée. Et vous pouvez voir sur la diapositive toutes les petites barres verticales qui se répètent comme ça. En fait, c'est les appels de l'animal pour obtenir plus de boissons sucrées. Et en fait, si on regarde bien la façon dont l'animal boit, on voit qu'il fait des mimiques orofaciales, en fait, qui, quand on connaît bien le comportement de l'animal, indiquent une expérience de plaisir hédonique, qui se distingue très clairement de ce que l'on peut observer lorsque l'animal boit, par exemple, une boisson amère. Alors, on peut aller plus loin et poser à l'animal, finalement, des questions comme on peut chez l'homme. Donc, on lui demandait de choisir, il est là sur la diapositive dans une cage de conditionnement, il a face à lui deux leviers, il peut choisir entre ces deux leviers, chaque levier va contrôler l'alimentation d'un abreuvoir avec des concentrations différentes de boissons édulcorées. Et on va poser la question à l'animal, quelle concentration tu préfères? Et bien sûr, comme chez l'homme, l'animal va préférer les plus fortes concentrations jusqu'à cette fameuse concentration qui correspond au point de félicité, au-delà de laquelle, en fait, le plaisir généré ne va pas augmenter. On peut également, donc ça c'est dans le graphique du bas, lorsque vous augmentez, donc lorsque vous proposez à l'animal de choisir entre la concentration la plus forte, donc là dans l'exemple que je vous ai donné, la concentration optimale qui correspond au point de félicité, c'est 0,2% de l'édulcorant artificiel. Dans ces expériences, c'est de la saccharine. Mais on peut imaginer d'autres édulcorants artificiels, et on en parlera tout à l'heure. Et donc du coup, l'animal préfère la concentration optimale à une concentration plus faible, et vous pouvez ensuite augmenter le niveau, l'effort requis, dont on va demander à l'animal d'appuyer de plus en plus sur le levier pour obtenir cette concentration optimale, et ça va vous permettre de mesurer finalement la motivation que l'animal a, ou le coût comportemental qu'il est prêt, entre guillemets, à payer pour maintenir sa préférence pour la concentration optimale. Et comme vous pouvez le constater, l'animal va maintenir sa préférence jusqu'à un certain coût, bien sûr, et éventuellement le coût va être trop élevé et l'animal va finir par accepter et consommer la concentration la plus faible. Alors, ce que nous avons fait en laboratoire, c'est qu'on a posé la question aux animaux, qu'est-ce que tu préfères, donc pour avoir une sorte de placer le plaisir généré par cette concentration optimale en comparaison avec d'autres substances addictives. Et donc on a demandé à l'animal, qu'est-ce que tu préfères entre une dose intraveineuse de cocaïne et finalement la sensation sucrée produite par la concentration optimale d'édulcorants artificiels. Et comme vous pouvez, donc c'est la même situation, l'animal est dans une cage de conditionnement, il a le choix entre deux leviers. Lorsqu'il appuie sur un levier, il a la boisson sucrée, et lorsqu'il appuie sur l'autre levier, ça déclenche une pompe qui lui délivre une dose intraveineuse de cocaïne. Ça pourrait être de la nicotine, ça pourrait être de l'héroïne, ça pourrait être de la méthamphétamine. Toutes ces expériences ont été faites. Et donc du coup, lorsque les animaux ont le choix, en fait, ils préfèrent assez rapidement la boisson édulcorée à la dose de cocaïne. Et comme dans les expériences que je vous ai décrites tout à l'heure, il va maintenir sa préférence pour la boisson sucrée, même si on augmente le coût comportemental de la boisson sucrée, bien sûr jusqu'à un certain coût, où éventuellement l'animal va juger que la dose de cocaïne est plus intéressante que la boisson sucrée, parce que le coût comportemental est plus fort. De manière intéressante, lorsqu'on réalise la même expérience, mais là maintenant on va proposer aux animaux
le choix entre une boisson là, contenant du sucre, du saccharose. Donc il y a le goût sucré avec une concentration qui va générer une expérience sensorielle sucrée équivalente à la concentration de l'édulcorant artificiel, mais qui en plus, bien sûr, va générer du glucose post-oral. On voit, et donc là, j'ai oublié de le préciser, désolé, les animaux dans ces expériences n'ont ni faim ni soif. Ce qui les motive, c'est le plaisir lié au goût sucré et probablement l'autre composante qu'on va développer tout à l'heure. Et donc dans cette expérience, on voit que les animaux vont en fait maintenir leur préférence pour le sucre de manière plus importante que pour l'édulcorant artificiel. Ce qui suggère qu'en fait, il y a donc dans l'effet récompensant du sucre, la composante liée au plaisir du goût sucré, mais une composante post-orale, probablement inconsciente, qui intervient également et qu'on va essayer de décrire plus en avant tout à l'heure. Et ce sont des découvertes neurobiologiques très récentes qui datent de 4-5 ans. Donc, en effet, quand la démonstration la plus simple, c'est que vous prenez deux concentrations, donc deux boissons, avec des concentrations d'édulcorants et de sucre qui génèrent une intensité de goût sucré identique au plan sensoriel, et vous demandez aux animaux de choisir entre les deux. Donc au départ, les animaux sont indifférents, comme vous pouvez le voir sur la figure, à 50% à peu près, mais au fur et à mesure du temps, ils vont développer une préférence pour le sucre bien au-delà de l'édulcorant artificiel. Démontrant que... Alors donc si on posait, donc, une fois que les animaux ont développé cette forte préférence, comme le goût c'est le même, si on leur posait la question, mais pourquoi tu préfères, entre guillemets, le sucre à l'édulcorant artificiel, l'animal ne pourrait pas dire que c'est parce que c'est plus sucré. Voilà, il pourrait donc... Il nous exprime très clairement sa préférence, mais il ne peut pas l'expliquer, pour parler simplement. Et ça, c'est démontré encore plus clairement chez d'autres animaux. Donc là, ce sont des souris qui ont été modifiées génétiquement pour ne plus avoir les récepteurs au goût sucré. Donc elles sont en quelque sorte aveugles au goût sucré. D'accord ? Et donc du coup, ces souris, lorsque vous leur proposez de choisir, comme dans notre expérience antérieure, entre un édulcorant artificiel et du sucre, elles vont au départ être indifférentes, mais progressivement, au bout là, de 20-30 minutes, développer une très forte préférence pour le sucre par rapport à l'édulcorant artificiel. Encore une fois, si on leur posait la question, là, elles ne pourraient pas répondre, puisque de toute façon, il n'y a même pas, en tout cas, de présence d'expérience liée au goût sucré. De la même manière, donc ça, c'est des expériences qui ont été réalisées grâce à des cathéters intragastriques ou intestinaux, donc au niveau de la partie proximale du petit intestin. Donc là, les souris, en fait, ce que vous leur proposez, c'est de boire donc, dans un petit entonnoir métallique. Elles le lèchent, ça crée un contact qui ferme un circuit et ça leur délivre un volume de sucre directement dans le petit intestin. Et donc, elles ne boivent rien, il n'y a aucun fluide qui est délivré. Donc, elles lèchent le tube à vide. Et progressivement, elles apprennent à ce comportement, tout simplement pour recevoir une dose de sucre intra-intestinal, en fait. Et de manière intéressante, donc, plusieurs types de sucre ont été testés. Le sucre qui fonctionne le plus puissamment, c'est le glucose, et vous n'avez pas le même phénomène avec le fructose. Donc là, ce que l'on voit, c'est que finalement, une fois que vous consommez par exemple du saccharose, vous savez que le saccharose, c'est un disaccharide qui contient une molécule de glucose et de fructose. Lorsqu'il est digéré, donc ces deux molécules sont libérées, la composante récompensante est en fait liée au glucose et pas au fructose. Donc, allez, petit récapitulatif de mi-parcours. Donc, on vient d'identifier finalement deux composantes. Une composante liée au goût sucré, qui est une composante consciente, on perçoit le goût sucré. C'est une composante quasi immédiate. Dès que vous avez la boisson ou l'aliment en bouche, vous ressentez le plaisir généré par le goût sucré. Et on a une autre composante, plus tardive, qui est une composante post-orale, qui est inconsciente. On n'est pas vraiment conscient de cette action récompensante du sucre.
et qui est finalement lié à une action du sucre au niveau du petit intestin, la partie du jéjunum et du duodénum plus particulièrement. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais aller assez vite là maintenant. Donc, je vais vous décrire très rapidement maintenant pour chacune de ces deux composantes comment le sucre agit sur le circuit dopaminergique du cerveau. 5 minutes, d'accord, très bien. Donc du coup, au niveau du goût sucré, je vous l'ai dit, c'est très rapide. Dès que vous avez donc l'aliment ou la boisson sucrée en bouche, en une fraction de seconde, ça va activer les neurones dopaminergiques et donc le circuit de la récompense, c'est ce qui va expliquer pourquoi ça va renforcer, conditionner votre préférence pour cet aliment. En fait, vous avez donc dans votre bouche, vous le savez, des petits bourgeons gustatifs. C'est en fait des bouquets cellulaires qui contiennent donc différentes cellules qui elles-mêmes expriment des récepteurs différents pour les différentes modalités gustatives, amères, salées, sucre. Et donc vous avez des cellules qui portent des récepteurs au sucre, pour le goût sucré. Ce sont les cellules qui portent l'information en fait, d'accord ? Lorsque ces cellules sont stimulées, elles sont donc reliées grâce à certains nerfs crâniens au tronc cérébral, en particulier au noyau du tractus solitaire. Si vous descendez des électrodes dans ce noyau et que vous enregistrez l'activité des neurones dans cette région, vous voyez qu'en l'espace de 100 millisecondes, vous avez ces neurones qui se mettent à décharger. Et ces neurones vont projeter soit directement, soit via un autre noyau qu'on appelle le noyau parabrachial, sur les neurones dopaminergiques du mésencéphale qui va ensuite innerver le striatum. Vous connaissez, j'espère, bien ce circuit. Donc là, juste un exemple, dans la figure que vous voyez en bas, la courbe, vous voyez que lorsque une souris ou un rat boit une boisson sucrée, en une seconde, vous avez une augmentation des taux de dopamine dans le striatum. Donc c'est très rapide. D'accord ? Maintenant, ça c'est pour la composante orale, rapide, consciente. Quid de la deuxième composante ? Donc là, il a été démontré, donc par différentes expériences, qu'effectivement des souris qui sont aveugles au sucre, donc qui ne perçoivent pas le goût sucré, donc ils ne peuvent pas tirer de plaisir à la consommation d'une solution sucrée, lorsqu'elles consomment une boisson sucrée, donc contenant du saccharose, en fait, on enregistre dans le striatum une augmentation de dopamine, mais avec une cinétique, une temporalité complètement différente. Vous avez l'augmentation de dopamine au bout de 10-20 minutes, contrairement à l'augmentation très rapide que l'on a avec l'expérience consciente du goût sucré. De la même manière, lorsqu'une souris, vous savez, dans le modèle que je vous ai décrit tout à l'heure, lorsqu'elle lèche un petit embout métallique à vide et qu'elle reçoit une infusion intra-intestinale de sucre, ça active également la libération de dopamine dans le striatum, au bout de, pareil, 5-10 minutes. Donc c'est une action beaucoup plus lente, beaucoup plus graduelle, mais néanmoins qui est très puissante en termes d'activation du système dopaminergique. Alors, bon, je vais passer rapidement. On peut démontrer le même phénomène. Je vous ai parlé de rat, de souris, mais ce phénomène existe également chez l'homme. On n'a pas la même façon d'intervenir chez l'homme, bien sûr, mais on peut, par des contrastes donc d'activation du cerveau, lorsque la même personne consomme du saccharose ou un édulcorant artificiel, par contraste, on peut voir si son système dopaminergique est plus activé par le sucre que par l'édulcorant artificiel, et c'est effectivement le cas. Alors bon, rapidement, puisque on a découvert récemment que dans le petit intestin, surtout dans le jéjunum et dans le duodénum, donc juste à la sortie finalement de l'estomac, on a des cellules spécialisées qui détectent le glucose. En fait, c'est ce qu'on appelle des neuropodes. Elles forment une sorte de petit prolongement axonal et contactent, donc elles font des synapses avec les nerfs vagues sensorielles qui innervent tout le petit intestin. D'accord ? Lorsque vous consommez du sucre, ces cellules, en fait, comme au niveau de la bouche, vont réagir, mais avec un autre récepteur, à la présence de glucose. Et elles vont s'activer, elles vont activer les neurones vagosensoriels qui, eux, sont connectés au noyau du tractus solitaire, comme je vous ai parlé tout à l'heure, et qui, lui, est connecté au niveau des neurones dopaminergiques. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais si on invalide ce récepteur par des manipulations génétiques, on empêche les souris
finalement de distinguer un édulcorant artificiel du sucre. Si on inhibe l'activité de ces cellules par des techniques spécifiques, comme par exemple des techniques d'inhibition optogénétique, on bloque également la capacité de ces souris de développer une préférence pour le sucre par rapport à un édulcorant artificiel. Et ainsi de suite. Il y a plein d'expériences qui ont été faites. Et qui donc finalement, là c'est des expériences qui démontrent le rôle crucial du relais qu'il y a dans le tronc cérébral, le noyau du tractus solitaire. Mais bon, je vais aller rapidement. La conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, vous avez tout le long de l'épithélium de la cavité orale jusqu'au petit intestin, votre organisme est quasiment, on va dire, organisé pour ne pas laisser une goutte de sucre passer sans pouvoir activer le circuit de la récompense. Donc vous avez une activation très rapide, consciente au niveau de la cavité orale, forte activation dopaminergique, mais vous avez des activations qui arrivent plus tard et qui sont plus inconscientes, plus insidieuses et qui vont conditionner finalement vos préférences pour des aliments qui contiennent du sucre rajouté. Et on peut dire que finalement, même si c'est pas, on va dire, suffisant, c'est que ce mécanisme, justement, probablement peut expliquer pourquoi dans un environnement ultra transformé qui contient beaucoup de sucre rajouté, quelques individus, on estime dans la population générale que c'est 5 à 10%, finissent par succomber à justement une addiction alimentaire dirigée vers ces produits qui contiennent beaucoup de sucre rajouté. Voilà, je vous remercie pour votre attention.